Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias, pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'émission et que vous souhaitez la faire connaître, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'épisode par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton suivre de votre plateforme favorite. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute et bon épisode. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Planète Ingé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Simon Buoreau de chez Ilia. Bonjour Simon, comment ça va? Bonjour Mathieu, ça va très bien, merci. Bon, qu'est-ce que tu penses de ma casquette? Nickel. Si les gens, regardent le podcast et ne font pas que l'écouter, ils verront que c'est une super casquette, Planète Ingé. Ouais, c'est ça. Bah écoute, c'est parce j'ai l'ambition de diffuser les épisodes sur YouTube là, à la rentrée. Le temps de me libérer un peu de temps pour faire les montages. Donc, on est prêt pour les visuels. C'est génial. Bon, bah écoute, tu es le cofondateur d'Ilia, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Je suis effectivement le cofondateur d'Ilia que j'ai créé avec Antoine Escande il y a 4 ans. On est tous les 2 ingénieurs de l'INSA Toulouse et on a voulu, créer Ilia pour me donner du sens à notre, diplôme d'ingénieur et donc on développe des produits qui permettent d'économiser l'eau et l'énergie dans la douche, notamment une douche cyclique, une douche qui recycle l'eau et un capteur ILO, le capteur qui permet de sensibiliser à la consommation dans la douche. Alors c'est intéressant parce que j'ai enregistré ce matin un épisode sur l'intelligence artificielle et là on est un peu aux antipodes. On revient aux basiques de ces basiques, mais je crois que c'est exactement l'image que j'ai déjà des ingénieurs de notre époque. C'est qu'on doit utiliser toutes nos connaissances pour changer à la fois nos modes de vie, mais aussi pour s'adapter au futur. Est-ce que ça te parle un petit peu cette définition de l'ingénieur de 2024? Ça me parle complètement et ça m'évoque aussi des questionnements qu'on a eus avec mon associé quand on a créé notre entreprise. C'est que notre démarche de création et développement de nos produits, on a été, dans ce biais de l'ingénieur, de vouloir mettre de la complexité partout, mettre de la technologie partout en disant: «Quand j'ai une problématique sur mon produit, je vais y apporter une solution technique, technologique», pas jusqu'à mettre de l'intelligence artificielle, encore dans nos produits et en fait, un peu dans la démarche, low tech, de vouloir aussi simplifier nos produits. On a eu ensuite toute une démarche inverse de se dire, à partir de cette usine à gaz qu'on vient de créer, comment on fait un produit qui est beaucoup plus simple, qui sera plus facilement réparable si nécessaire, surtout qui va être moins cher à industrialiser, à fabriquer. Et donc, en fait, on passe notre temps à naviguer entre le côté, je suis ingénieur, j'ai envie d'apporter une solution technologique et en même temps, j'ai besoin de fabriquer un produit avec le moins de ressources possible et donc il faut que je le simplifie. Alors explique-nous bien pour que tout le monde comprenne ce que vous faites et ce que vous avez l'ambition de faire. Notre, ambition, c'est de donner à chacun les moyens de faire une transition écologique en kiffant la transition écologique. Aujourd'hui, quand on entend parler dans les médias de réduire nos consommations et cetera, on entend que, réduire, arrêter, et c'est des choses qui sont assez négatives, assez contraignantes. Nous, on a eu envie de développer des solutions qui vont donner envie aux gens de faire cette transition écologique. La douche cyclique, c'est une douche qui, par le recyclage de l'eau, va permettre de passer un temps virtuellement infini dans la douche, tout en ne consommant que 5 litres d'eau. Donc en fait, c'est une douche qui va être plus écologique, mais pas moins confortable que la douche qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on va pas demander de réduire le débit ou la température ou le temps passé dans la douche. Et donc c'est avec des solutions comme ça qui sont innovantes et technologiques, mais qui surtout ne viennent pas contraindre l'utilisateur, qu'on donne à chacun l'envie de faire la transition écologique. Alors, ça paraît tellement bête qu'on se demande pourquoi personne n'y a pensé avant. Et souvent, ça c'est je prends ma petite casquette marketing. Si quelqu'un l'a pas fait avant vous, c'est que c'est pas forcément la bonne idée. Donc, dis-nous un petit peu les fondements historiques de ce que vous faites. Pourquoi cette solution qui pourtant paraît simple ne l'est pas? Alors Ou pourquoi ça n'a pas été fait avant, tout du moins. il y a une première raison pour laquelle ça n'a pas été fait avant, c'est que jusque-là, l'eau coûtait, très peu cher, elle coûte encore très peu cher et l'énergie coûtait pas si cher que ça il y a encore quelques années, même si ça commence à coûter de plus en plus cher et toutes les prédictions qui sont faites par l'ADEME, par les agences de l'eau, tendent à dire que le coût de l'eau et le coût de l'énergie va augmenter. Donc on commence un peu plus à se poser la question de comment on fait attention à nos ressources. Jusque-là, l'eau, c'était magique, on ouvrait le robinet, il y a de l'eau qui coule à l'infini, elle est chaude. On se posait pas forcément la question parce qu'à la fin, on ne voyait pas sous la facture. Donc ça, c'était une des premières raisons. On s'était pas posé la question parce que c'était pas un problème. Il y a déjà des gens et il y a d'autres personnes, d'autres entreprises, surtout dans le nord de l'Europe, qui développent des systèmes assez similaires aux nôtres sur le recyclage de l'eau dans la douche. Il y a quelques différences techniques ou technologiques qui vont aussi faire qu'un produit adapté
à la réglementation d'un pays ne va pas être adapté à la réglementation d'un autre. Et il y a une entreprise française avec qui on a eu l'occasion d'échanger qui avait créé une douche cyclique il y a une quinzaine d'années. Donc là, on pourrait se dire le fait de recycler l'eau, on n'a pas inventé ça, hein, on n'est pas inventé le principe du recyclage de l'eau. Mais par contre, cette douche cyclique à l'époque, son principe, c'était de proposer un confort énorme à l'utilisateur. En gros, lui permettre d'avoir un débit de 60 litres par minute pour avoir des jets massants, etc. Mais ça n'apportait pas l'économie d'eau. C'était vraiment plus de confort, mais pas moins de consommation d'eau. Et donc là, c'est là aussi la nouveauté qu'on apporte aujourd'hui, c'est la vision qu'il y a derrière ce système, C'est vrai qu'au niveau de l'eau, on se posait pas trop la question, on en parle de plus en plus dans les médias. Il y a un challenge qui est de plus en plus aussi, mis sur la table, c'est la qualité de l'eau. Il y a une grosse pollution de l'eau en amont et d'ailleurs ce sera l'objet d'un autre épisode, et on parlera de ce sujet-là de façon un peu plus industrielle. Et déjà toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là, justement de ton point de vue et de ta connaissance du sujet? Comme je disais, l'eau, c'est celle qu'on utilise chez soi. On a pris le réflexe depuis enfant de pouvoir ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau, propre. Surtout en France ou en Europe, on s'est jamais trop posé la question de savoir si l'eau qu'on consomme au robinet était dangereuse ou pas. Alors ça dépend, il y a quelques régions, quelques départements en France où, on fait un peu plus attention à cause des industries qui peuvent être à côté. Mais dès qu'on sort de l'Europe, qu'on va en Afrique par exemple, on sait bien qu'il faut pas, boire l'eau du robinet sans l'avoir, pétée ou décontaminée avant. Et finalement, en repartant pas si en arrière que ça dans l'histoire, il y a une centaine d'années, il y avait pas, même en France, il y avait pas de réseau d'eau dans toutes les maisons, on n'avait pas autant de stations de traitement d'eau potable et l'eau, il fallait aller la chercher au puits, à la rivière, c'est un peu l'image qu'on s'en fait, aujourd'hui aussi. Donc les gens avaient sans doute plus la notion de la valeur de l'eau, puisque pour utiliser de l'eau, il fallait se déplacer jusqu'à une fontaine ou jusqu'à un puits et la retransporter chez soi, les gens se rendaient compte de ça. Pour donner une idée, une douche, en moyenne en France, c'est entre 60 et 80 litres. Donc, entre 60 et 80 kilos d'eau qu'il faudrait transporter du puits jusqu'à chez soi pour pouvoir se doucher. Si on devait le faire tous les matins, en fait, on ne ferait pas. Et on transporterait 5 litres d'eau et on essaierait de se doucher et de se laver avec 5 litres d'eau. Il y a un peu ce côté, on a perdu la notion de la valeur de la ressource en eau. Et il y a des départements, des régions en France, notamment dans le sud de la France, qui commencent de plus en plus à reprendre conscience de cette valeur. Quand on voit que dans les Pyrénées-Orientales, il y a des villages entiers qui sont pas alimentés en eau potable pendant des semaines, ces gens-là reprennent d'un seul coup la notion de la valeur de l'eau. Ouais, clairement. Du coup, on en vient aussi au sujet, clé là-dessus, c'est comment on donne conscience aux gens de ce qu'ils consomment, pendant une douche? Bon là, j'avoue, je te tends une méga perche. C'est une super perche. Quand on a créé Ilia il y a 4 ans, d'abord, on a commencé à développer cette douche cyclique parce que c'est vraiment elle qui a porté, une innovation et en fait, quand on expliquait aux gens: «On va te permettre d'économiser de l'eau», ils nous disaient: «Bah, ça a l'air super, mais en fait, je sais même pas combien je consomme, donc je me rends pas compte combien je vais économiser d'eau, d'énergie et donc d'argent à la fin». Donc on a, développé un second produit, un capteur de sensibilisation. C'est un petit appareil qu'on vient fixer, sous son mitigeur ou sous son pommeau avec des raccords standards, donc ça s'installe très facilement et ça va venir mesurer et afficher en direct la consommation. Et toutes les personnes qui l'utilisent nous disent la première fois, on se prend une claque parce qu'on voit marquer 50, 60 litres et on se dit ah ouais, autant. Ça, c'est le premier niveau en fait. C'est vraiment cette prise de conscience, la surprise de voir le chiffre. Et le deuxième effet, c'est qu'une fois qu'ils ont conscience de ce chiffre, ils vont commencer à se challenger dans une famille ou entre colocs et se dire, bah, on va essayer de consommer le moins possible. Là, on peut se dire, à la fin, il y a deux conséquences. Soit grâce à la sensibilisation, la personne s'est rendue compte qu'elle était capable, en changeant ses habitudes, de consommer beaucoup moins d'eau. Et à ce moment-là, nous, on a réussi notre objectif. La personne consomme moins d'eau. Soit elle se rend compte que passer du temps dans la douche, c'est important pour elle parce que c'est un moment de détente, de réflexion, de confort. À ce moment-là, c'est là où la douche cyclique entre en jeu. C'est qu'on lui dit, bah, nous, on a une solution pour pouvoir continuer à passer du temps dans la douche. Mais on fait partie de ces entreprises où ça nous arrive de dire à des prospects: «N'achetez pas notre douche cyclique parce que vous n'êtes pas la cible, en fait. Vous n'êtes pas les utilisateurs ciblés par ce produit». Il y a plein de gens, des fois, sur des salons, qui nous disent: «Mais moi, je passe 2 minutes dans ma douche». Beh, continuez à passer 2 minutes dans votre douche. La douche cyclique ne sera pas faite pour vous parce que vous avez déjà une pratique qui est plutôt responsable. OK. Comment la technologie, moderne a rendu possible ce projet? Qu'est-ce qui manquait avant peut-être, ou maintenant, bah, non, c'est possible? Comme je disais, en fait, technologiquement, c'est pas quelque chose qui est si compliqué. Il manquait surtout la prise de conscience et l'envie d'aller vers ces solutions-là. Un des freins qu'on peut avoir, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un peu le frein qu'il va y avoir entre on a une solution technologique qui fonctionne et il y a des réglementations et des normes qui, selon les pays, ne sont pas les mêmes et qui vont des fois bloquer l'innovation. Il y a beaucoup de projets qui font du recyclage d'eau, que ce soit pour, l'agriculture, pour le domicile et cetera, qui sont parfois bloqués par cette restriction qu'il y a en France de réutiliser les eaux calices. Pour des raisons sanitaires et de sécurité des populations, en fait, qui sont tout à fait louables, mais dans une période aujourd'hui où on va manquer d'eau et on manque d'eau déjà dans certaines régions,
il faut qu'on se mette à recycler de l'eau. Et il y a des pays qui le font très bien. Israël, par exemple, recycle, je crois, plus de 90 de ses eaux usées. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est faisable. C'est juste qu'en France, le chiffre, c'est 1 de notre eau qui est recyclée et réutilisée. Le gouvernement a mis comme objectif d'arriver à 10, mais c'est encore bien loin de ce que sont capables de faire certains pays. Donc il y a Ah mais oui, oui, ces stats-là, tu as tout à fait raison, c'était sorti cet été, je crois, quand on a un commencé à parler de sécheresse dans certaines régions. C'est arrivé et ça a été mis sur la table. Et donc ça arrive de plus en plus dans la culture française de se dire qu'on va recycler l'eau. D'un seul coup, les gens se disent: «Mais pourquoi on urine et on fait caca dans de l'eau potable?» En fait, c'est vrai que quand on y pense, on se dit: «C'est une absurdité pas possible» et donc on commence à réfléchir et à accepter de plus en plus des solutions de récupération d'eau de pluie ou de recyclage des eaux grises. Et donc le défi, en fait, il est plus là, il est de montrer technologiquement technologiquement, on sait le faire, mais il faut montrer que c'est pas dangereux pour l'utilisateur. D'accord. Et donc du coup, bah, ça m'amène sur la question que j'allais te poser. Face aux habitudes bien ancrées des consommateurs en matière de consommation, c'est quoi les stratégies que tu imagines pour, généraliser l'adoption d'une telle, techno? Comme je disais tout à l'heure, la première chose, ça passe par la sensibilisation. C'est, faire prendre conscience et éventuellement faire changer les habitudes. Je pense que si les gens commencent à prendre conscience de ça et changent petit à petit leur habitude jusqu'à arriver à une pratique plus écologique et pourquoi pas grâce à la douche cyclique, ce sera sans doute plus simple qu'attendre justement qu'il y ait plus d'eau au robinet, et de se dire: «Ah bon, bah, maintenant, comment je fais maintenant que j'ai plus d'eau?» Donc il y a vraiment un enjeu assez fort de réussir à sensibiliser massivement les utilisateurs et c'est une des raisons pour lesquelles notre, capteur IO, on essaye aussi de le commercialiser auprès des collectivités, auprès des campings, auprès des hôtels. C'est des endroits où il y a des dizaines, des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui vont passer chaque année dans ces douches-là et qui vont pouvoir être sensibilisées au moins une fois pendant une douche à combien ils ont consommé dans la douche. Et en fait, c'est en finalement mon capteur IO, s'il est utilisé par une personne dans une salle de bain, il sensibilise une seule personne. S'il est utilisé par 100 clients dans un hôtel, dans une douche, je multiplie par 100 l'impact de ma sensibilisation. Tu as un hyper business case là, parce que si je suis, gérant de camping ou de complexe hôtelier, effectivement, les gens, ils payent un forfait fixe à la journée ou à la semaine. J'ai tout intérêt à que les gens consomment le moins, possible. Il y a un aspect environnemental évidemment, mais il y a aussi un aspect économique. Pour avoir fait plusieurs, salons de l'hôtellerie plein air, dernièrement, on se rend compte qu'on a d'un côté des professionnels de l'hébergement touristique qui ont très envie de ces solutions-là. Ils ont aussi envie de montrer à leurs clients qui sont dans une démarche écologique et d'économie d'eau et d'énergie. Et puis on a ceux qui, vont nous dire: «Ah mais moi la personne elle est là en vacances, j'ai pas envie de la frustrer, j'ai pas envie de la contraindre, elle est là pour passer du bon temps et moi mon métier c'est de lui offrir du bon temps». Et là arrive le challenge de leur dire: «Bah super, continuez à faire ça». Justement la douche cyclique permet quand même de proposer du confort tout en proposant de l'économie, mais essayez de penser et de vous projeter un peu dans l'avenir. Si dans quelques années vous avez plus d'eau et que vous êtes obligé de contraindre vos utilisateurs à prendre des douches plus courtes, vous à ce moment-là, vous vous direz: «J'aurais dû m'y préparer». Ce que je trouve incroyable et on a la même problématique dans l'énergie, c'est qu'aujourd'hui, on n'est même pas au stade où on mesure, on voit où on va, en fait. C'est ça qui est quand même fou. C'est que si tu prends ta consommation électrique ou même on reprend l'image des hôtelleries ou des complexes, multi-usagers, les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils consomment. On n'est même pas capable de catégoriser par chambre ou enfin moi je sais parce que j'ai baigné un petit peu dans le milieu, de la mesure de l'énergie. Et on en est encore à dire aux gens et implémenter des solutions pour regarder ce qui se passe. Il y a des équivalents, au capteur ILO qui existent effectivement pour, l'énergie. Là où c'est encore plus dur avec l'énergie, contrairement à l'eau, c'est que l'eau, c'est quelque chose de palpable. On arrive à se rendre compte ce que c'est un litre d'eau ou ce que c'est un seau ou une bassine d'eau. L'énergie, quand on parle, à quelqu'un de kilowattheure, ça lui passe, on se rend pas compte, on sait pas ce que c'est et on n'a pas de notion de l'énergie et c'est un sujet qui est encore plus complexe que l'eau finalement. Bon, alors dis-nous un petit peu, à combien on estime, sur une maison individuelle le gain par an, ou pour un hôtel? Donne-nous un petit peu des ordres de grandeur si tu les as, pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on peut gagner, Dans un foyer français moyen, la consommation de la douche représente 40 de la consommation en eau. C'est le premier poste de consommation devant les toilettes qui représente 20 de la consommation. Donc déjà avec les douches et les toilettes, on a plus de 50 de la consommation d'un foyer. Dans un hôtel, ces statistiques sont un peu plus, difficiles à voir parce qu'en fonction de si l'hôtel a une piscine, un restaurant et cetera, les stades vont un peu bouger. Mais on est aussi à peu près à 40 de consommation en eau dans la douche.
Et en termes d'énergie, la douche représente, encore une fois, en moyenne, 13% de la consommation d'énergie du foyer. 13%, ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même le deuxième poste de consommation derrière le chauffage, qui lui en représente en général 60%. En fait, chauffer, que ce soit de l'air ou de l'eau, c'est ce qui consomme de l'énergie. Avec une douche cyclique, nous, ce qu'on propose, c'est d'économiser jusqu'à 70% d'eau et d'énergie par rapport à la consommation de la douche. J'ai plus en tête et je saurais plus dire comme ça combien ça fait d'économie sur la consommation totale de son foyer, mais allez, disons, on va passer de 150 litres par personne par jour en moyenne à peut-être quelque chose comme 60 litres par personne. On va peut-être diviser par 2 sa consommation en eau. Donc c'est quand même pas négligeable. Et si on ajoute à ça plein d'autres solutions sur l'économie d'eau dans les toilettes, si on récupère l'eau pour faire de l'arrosage de son jardin ou de son balcon, et cetera, on peut arriver à des économies qui sont assez impressionnantes. Bon, écoute, moi, je suis, bon père de famille, tu m'as convaincu, hein. Si vous avez besoin de bêta-testeurs, je suis, 100 convaincu. Pour les toilettes sèches, on n'y est pas encore. Alors même si moi, je suis convaincu, je pense qu'il faudra un petit peu de temps, pour convaincre, faire sauter les verrous, mentaux de d'autres personnes dans le foyer. Mais c'est vrai que les Ouais, chiffres sont parlants, quoi. sur les toilettes, il y a quand même beaucoup de choses qui permettent sans passer aux toilettes sèches et encore comme je disais, c'est d'y aller étape par étape. C'est sûr que passer du jour au lendemain à des toilettes à chasse d'eau, à des toilettes sèches chez soi, ça peut être un peu un choc. Il y a des chasses d'eau qui existent où on peut, en fonction de combien on lève le levier de la chasse d'eau, on va pouvoir choisir le volume, de chasse d'eau qui va être tiré. Ça permet de pas, tirer 6 ou 9 litres à chaque fois et il y a aussi cette fameuse technique de mettre son seau d'eau, dans la douche, de récupérer les quelques litres d'eau froide au début de la douche et de l'utiliser pour une chasse d'eau et en fait, rien qu'en faisant ça, c'est déjà quelques litres par-ci par-là qui sont économisés. Ouais, je pense que tu as raison, c'est une prise de conscience. On n'a pas conscience des chiffres et il faut mettre vraiment les chiffres sous le nez des personnes pour convaincre qu'il y a rien de mieux. On parle un petit peu de technique par rapport à ton produit. C'est quoi les principaux, défis techniques et logistiques que vous rencontrez actuellement dans le développement de votre produit? Un défi alors le 1er défi qu'on a eu et on va dire on en est un peu, sortis, c'est qu'on a créé notre entreprise en sortie d'études. On avait, assez peu de moyens à investir et donc on a passé beaucoup de temps à bricoler, à faire avec les moyens du bord, avec ce qu'on arrivait à récupérer dans des ressourceries pour faire nos premiers prototypes et puis on a passé du temps à lever des fonds, des subventions, des concours, des financements participatifs qui nous ont permis de faire des développements, et de la recherche un peu plus, j'ai pas envie de dire un peu plus sérieuse parce que ça donnerait l'impression qu'avant c'était pas sérieux, mais en tout cas avec un peu plus de moyens. Le deuxième défi auquel on est confronté maintenant, c'est réussir à industrialiser un produit et qui plus est industrialiser en France. On trouve beaucoup de partenaires et de corps de métier en France qui sont capables de fabriquer des pièces plastiques, fabriquer des pièces métalliques, mais dès qu'on va chercher des choses un peu plus spécifiques, des pompes, de la robinetterie ou des composants électroniques, c'est quasiment impossible de trouver des gens qui font ça en France. Et donc on a en permanence, cette balance à faire entre se dire, on pourra pas faire du 100% made in France, parce que de toute façon, même si mon fabricant de plastique, il est en France, le plastique, la matière, elle, ne vient pas forcément de France et en même temps, résister à l'envie de se dire: «Allez, on fait tout faire en Inde ou en Chine et ce sera plus simple» et donc chercher ces partenaires qui vont nous permettre d'industrialiser rapidement, en masse, sans pour autant mettre de côté, les valeurs du projet qu'on veut porter, faire des défis techniques à des enjeux, aujourd'hui les plus compliqués. Oui, parce que j'imagine que si tu vas avoir un groupe hôtelier et vous arrivez commercialement, parce que je t'imagine très bon commercialement, tu arrives à le convaincre. La personne te dit: «Bah, très bien, moi j'ai 200 hôtels, 50 chambres par hôtel, voire plus. Est-ce que tu peux me livrer, en 2 mois, je sais pas, 1000 douches, cycliques?» Est-ce que ce défi-là, vous êtes prêt à le relever? Quand on essaie de réfléchir, qu'est-ce que nous, on serait capable de faire sans partenaire industriel? On s'est dit, ça va être, 50 douches en 2024, 400 en 2025 et puis peut-être on approchera des 1000 en 2026 et en fait, c'est des marches, qui sont trop basses si on a envie d'avoir de l'impact avec notre projet. C'est pas en installant, Bah, bien sûr. 50 douches qu'on va avoir un impact significatif. Donc il fallait s'approcher d'un industriel et en même temps, il y a toujours cette crainte quand on va voir un industriel de se dire: «On a peur qu'il nous prenne notre bébé et qu'il parte sans nous». Donc c'est aussi se dire comment on arrive à pas tout perdre dans le rapport de force entre, un groupe international qui a des dizaines d'années d'expérience et nous qui venons de commencer. Et puis voilà, il y a cette question de la capacité à livrer très rapidement, un gros client. Aujourd'hui, sur la production des capteurs ILO, par exemple, on en a produit quelques centaines à l'été 2023 qui ont permis de livrer des premiers clients qui avaient précommandé, le capteur. Là, on est en train de lancer une production de 2000 capteurs, pour avoir, à nouveau en stock et pouvoir les vendre. Mais on discute avec des partenaires distributeurs qui pourraient nous dire, «J'en veux, 2000 dans mes magasins» et donc d'un seul coup, la production qu'on prévoit n'est pas assez grande.
Mais en même temps, on a toujours cet enjeu de se dire: «J'ai pas envie de produire les 2000 pour ce distributeur tant qu'il m'a pas validé la commande, parce que ça va faire des enjeux de trésorerie et surtout, on se retrouve avec un stock, on va savoir comment l'écouler». Donc on essaye aussi de réussir à produire pas réellement en flux tendu ou pas à la commande, mais en tout cas de produire en fonction des commandes qu'on pense qu'on va avoir. OK. Comment justement, toi, d'un point de vue personnel, c'est ton premier projet d'entreprise? Comment tu vois cette mille à l'échelle qui va être nécessaire à un moment donné? Comment tu anticipes ça, Déjà, je suis pas tout seul à l'anticiper. On est 2 avec mon associé, on est accompagné par pas mal d'incubateurs ou de gens qui sont passés par ces phases-là avant. Donc c'est rassurant de pas se sentir tout seul dans la barque et en même temps, il y a un peu d'instinct, histoire de se dire, «Est-ce qu'on sent d'aller dans cette direction ou est-ce qu'on le sent pas?» Des fois, ça nous fait peut-être un peu perdre du temps à trop réfléchir, à trop peser les pour et les contre alors qu'on aurait pu foncer tête baissée vers une solution. On nous pose souvent la question si on devait refaire aujourd'hui, est-ce qu'on referait de la même manière? Non, évidemment que non, on ferait pas de la même manière, mais on peut pas regretter d'avoir fait tel qu'on l'a fait, aujourd'hui parce qu'on a pris les décisions comme on pensait qu'elles étaient les meilleures au moment où on les a prises. La mise à l'échelle, elle va demander, elle fait un peu peur parce que, c'est des ordres de grandeur qui sont d'un seul coup différents. On va passer de quelques dizaines de produits fabriqués, quelques dizaines de clients à quelques centaines, milliers et en fait, ça va demander sans doute de la ressource humaine pour suivre un peu toutes ces commandes. Ça demande, de grandir l'espace. En fait, c'est la croissance de l'entreprise qui va aller avec la croissance des commandes. Très bien. Tu es ingénieur quand même de formation. C'est quoi ta vision du futur de la maison éco-efficace en considérant les innovations technologiques qu'on peut avoir venir ou les contraintes de sobriété qu'on demande aux gens? C'est quoi, comment tu vois la maison de demain? J'avais évoqué les low-tech tout à l'heure et je pense que c'est finalement, surtout sur la partie question, la maison de demain avec les innovations technologiques, peut-être qu'on a beaucoup de nos innovations qu'on va devoir aller puiser dans ces innovations low-tech, notamment pour, l'isolation, chauffer, refroidir et cetera et une notion aussi, de se reposer la question de, pour nous, c'est quoi le confort? Est-ce que le confort, c'est avoir, une grande maison avec, des dizaines, voire des centaines de mètres carrés, immense jardin et une piscine? Ou est-ce que c'est se dire qu'on est capable de vivre dans un plus petit espace avec des choses qui vont peut-être, le jardin et la piscine qui vont être partagés, comme c'est le cas des fois dans certaines résidences et c'est là où l'habitat, en tiny house est quelque chose qui, à la fois m'attire, personnellement et à la fois me fait un peu peur parce que quand je visite une tiny house, je me dis: «Il faut réussir à vivre dans si peu d'espace, où est-ce que je vais ranger tous mes bouquins C'est et quoi tout le mon terme, bazar?» le terme que tu emploies, c'est quoi? Tiny house. Qu'est-ce que c'est? C'est des toutes petites maisons qui sont souvent montées sur des remorques D'accord, OK. qui finalement ressemblent un peu au mode de vie, dans un camping-car, dans une caravane, même si ça peut être quand même un peu plus grand, hein. Ça peut monter à une vingtaine, voire trentaine de mètres carrés. Et c'est souvent des habitats, en fait, qui sont hyper intelligents parce qu'ils ont été pensés pour condenser énormément de choses dans un petit espace. Il y a des groupes sur Facebook, des chaînes YouTube, des émissions de télé, des fois, qui montrent un peu toutes ces innovations qu'on peut trouver, dans l'agencement d'un petit espace et on va avoir un enjeu on parle de zéro artificialisation nette et réduire les constructions neuves ou rénover et donc la tiny house, c'est un habitat qui peut bouger si nécessaire. C'est un petit habitat qui est beaucoup moins impactant sur l'environnement donc je pense qu'on a beaucoup de choses à aller regarder dans pas forcément se dire que la maison de demain, ce sera la maison en domotique avec tout qui est ultra connecté et que depuis mon téléphone à distance, je suis capable de fermer mes volets et de faire chauffer mon eau avant ma douche. Je suis pas sûr que ce soit là le futur vers lequel il faut aller. OK. Je crois qu'on dit que l'idéal, c'est peut-être 30 mètres carrés par personne, mais quand tu as une famille de 4 personnes, tu arrives facilement à 120 mètres carrés. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient le luxe d'avoir aujourd'hui une maison de 120 mètres carrés. Et puis, donc tendre vers un idéal d'une maison, entre 70 et 80, en cohabitation avec d'autres et cetera. Moi, je challenge un peu ce mode de vie-là. Je sais que c'est vers quoi on tend, mais je le challenge parce que on connaît l'être humain, tu connais la pyramide de Maslow. Si on tend vers, la base de la pyramide où on va subvenir seulement aux besoins matériels des gens, on va se tromper parce que l'être humain n'est pas fait comme ça et il y aura forcément des gens qui voudront toujours un petit peu plus. Donc, C'est là faut où se méfier de ce modèle-là quand même. c'est là où la notion alors c'est sûr que dans une tiny house de 20 mètres carrés avec 3 ou 4 enfants, bon ça tiendra jamais. Mais c'est là où le modèle de l'habitat participatif où, au sein d'un même immeuble ou d'un même ensemble de maisons, les gens vont partager des lieux communs. On voit souvent des exemples de gens qui disent, «La buanderie ou la machine à laver, pas H24, c'est une pièce qu'on utilise assez peu. Mmh. Finalement, on peut la mettre en commun». C'est des gens qui se disent aussi plutôt que dans chaque maison, on ait une chambre d'amis pour accueillir des gens, on peut avoir une ou 2 chambres d'amis dans un ensemble de maisons ou d'appartements et qui vont être partagées avec les différents habitants. Mais c'est vraiment, je parle de tiny house parce que c'est effectivement le côté un peu plus, extrême de cette réflexion de vivre avec moins, mais la notion de partage
de mise en commun va être, aussi assez importante. Très clair. Bah, écoute, j'adore, merci. C'est quoi qui te rend le plus fier, toi, aujourd'hui, dans ce que tu as accompli jusqu'à présent? Ah, ce genre de questions. Ah bah oui, attends, oh, on est sur Planète Ingé ici, on n'est pas. Je pense qu'une des fiertés que j'ai et que je partage avec mon associé, c'est le fait d'avoir, réussi à créer notre entreprise, juste après les études et d'être encore là, 4 ans après. On entend souvent que, beaucoup des projets entrepreneuriaux se crashent après 3 ans et on a passé ce cap-là, et en même temps, on voit encore toutes les marches qu'il y a devant nous et on n'est pas à l'abri de nous se casser la gueule encore plus tard. Mais on est déjà sur des bases beaucoup plus solides, avec des partenaires qui nous suivent, des gens qui ont confiance en nous et ça donne d'un seul coup beaucoup plus de légitimité pour continuer à avancer. Donc on est assez fiers d'avoir réussi à bâtir tout ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur, justement, auquel tu t'attendais vraiment pas? Quelque chose qui était très dur au départ, je sais pas si je m'y attendais pas, mais heu, le fait qu'on entreprenne juste après nos études, on a assez peu été pris au sérieux au départ. Mmh. C'était, on nous a une fois posé la question, «Ah mais vous voulez en vivre?» Et ça nous a fait assez mal cette question, de se dire: «La personne a tellement pas confiance en nous qu'elle pense que c'est un petit projet pour s'amuser dans son», alors pas dans son garage, mais dans sa salle de bain, et en fait il fallait réussir à s'enlever cette étiquette d'étudiant, pour se coller cette étiquette d'entrepreneur, et on est encore souvent confronté à un peu ce syndrome de l'imposteur, ou alors ce biais que peuvent avoir certaines personnes qu'on croise dans les salons, de se dire: «C'est des petits jeunes, ils ont moins de 30 ans, moi j'en ai 50, je connais le métier, c'est comme ça que ça marche», et ça fait plaisir des fois de se rendre compte qu'en fait, ces gens-là, ils connaissent très bien leur métier, mais en fait, on en connaît presque autant qu'eux, même si on n'a pas autant d'expérience, et réussir à passer ce cap de la légitimité d'être qui on est et de faire ce qu'on fait, surtout dans un milieu qui est, le milieu de sanitaire et de la salle de bain qui est très occupé par des grands acteurs historiques. C'est c'est assez dur de se faire sa place. Emmanuel Macron nous écoute, ça fait partie, de nos auditeurs les plus fidèles, et donc comme à chaque invité, je te pose la question si tu avais un souhait, que tu voudrais lui demander et s'il avait évidemment à l'accomplir, ce serait quoi? J'ai le droit d'en demander 2, quitte à avoir Emmanuel Macron devant moi. Hein? Mince, C'est ça qui est dur, tu vois? Si le génie, d'Aladin, c'est 3 et j'ai le droit de t'en demander 4, qu'est-ce qu'il te répondrait? Il répondrait: «Non». Moi, c'est pareil, si tu en as un à donner, c'est tout. Heu et beh, je lui demanderais de pousser pour que, la réutilisation des eaux grises, puisse être facilitée dans la réglementation française. C'est le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, et si vraiment ce verrou réglementaire et normatif pouvait être, heu, pouvait être levé, ou tout du moins clarifié, ça nous aiderait nous, ça aiderait beaucoup d'autres entreprises, beaucoup d'autres projets qui cherchent à réutiliser et à économiser de l'eau, et je pense que ça nous ferait avancer, bien plus vite et bien plus fort. D'ailleurs, c'est on est ingénieur, on aime bien démêler les puzzles. Tu as cet objectif-là de faire sauter ce verrou-là. Comment on s'y prend? Comment on va, démêler cette pelote pour faire sauter ce verrou-là? J'imagine que c'est énorme. C'est pas évident parce que, c'est en plus des sujets qui peuvent prendre parfois des années, et c'est un peu, ça peut faire un peu peur en tant qu'entreprise de se dire qu'il va peut-être falloir attendre, des années avant de pouvoir, vendre son produit. Nous, on a développé notre touche cyclique de manière à on est assez confiant sur le fait que la réglementation aujourd'hui nous permet de faire notre produit. Mais comme c'est un produit nouveau, les gens se posent la question, ils sont pas sûrs de l'interprétation qu'ils peuvent faire de ces règles. Heu Et c'est encore ces sujets où aussi en tant que tout petit, en tant que start-up, on va pas réussir à aller porter notre voix auprès de l'Assemblée nationale, auprès des députés ou des ministres pour qu'ils fassent changer les choses. Et en fait, à travers des réseaux dans lesquels on est, notamment le mouvement Impact France ou le pôle de compétitivité Aqua Valley, qui rassemble, dans le sud de la France, plein d'entreprises qui traitent sur le sujet de l'eau, on arrive à avoir cette, force et cette légitimité à, aller parler aux politiques, aux ministres, aux députés, et à leur faire entendre notre voix. Alors, ils nous écoutent pas, mais en tout cas, on arrive à porter ces messages-là. Ouais, ils vont nous écouter. Attention, jingle.
bah, écoute, c'est super. On passe à la partie un peu plus légère de l'émission. Tu as la possibilité d'être sur une île déserte, hein, pour, te reposer ou parce que tu as échoué, tout est possible, mais tu as avec toi la possibilité d'emmener 2 objets et un livre. Qu'est-ce que tu emmènes? J'avais réfléchi un peu à cette question. Hem, je me suis dit: «J'amène comme un livre, la bible de la permaculture». Heu, un livre immense qui me dirait tout ce que je peux, heu, faire pousser et manger et cetera. Il faut que je puisse, c'est la pyramide de Maslow, hein, il faut que je puisse manger. Mmh. Sinon ça sert à rien d'avoir apporté mes objets ensuite. Heu et les 2 objets, j'avais pensé au couteau parce que, en en bon scout qu'on est, mon associé et moi, on n'est jamais sans notre couteau et puis un filtre, pour pouvoir potabiliser l'eau et la boire, puis parce que ça me rappellera un peu le travail. Faudra bien rentrer un jour pour s'y remettre. Tu as la possibilité de partir en déplacement professionnel, et de passer beaucoup de temps avec une personnalité de ton choix, tu choisis qui? Oui, beaucoup de temps parce qu'on prendra le train et pas l'avion. Exactement. Hem, j'ai réfléchi aussi beaucoup et il y a beaucoup de gens avec qui on aimerait passer du temps. J'ai finalement, sélectionné Cyril Dion comme grand gagnant pour m'accompagner sur ce trajet. Hem, c'est la personnalité qui m'a le plus motivé pour, entreprendre, me relever les manches et me mettre à l'action et j'aime beaucoup la manière dont il parle justement de ces nouveaux récits. Comment on va raconter le futur, le monde de demain, pour donner envie de construire ce monde de demain et hem et voilà, bah, j'aimerais passer des heures avec lui pour parler de ça donc Cyril Dion, si tu nous entends, Bah, moi, ce que partageons un trajet en train. j'entends. Ce que j'aimerais, c'est un peu plus de solidarité aussi peut-être entre tous les gens qui font du contenu sur cette thématique, qu'on puisse, s'entraider et s'auto-partager. Ce qui est pas toujours le cas en fait. Il y a quand même une compétiteur entre les créateurs de contenu, ce qui est dommage parce que fondamentalement, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Parfois, moi, je propose même des échanges, des émissions croisées et il y a encore le réflexe, peut-être, de certains à dire: «Non, je m'autoprotège, je protège mon précaré». Je parle pas de Cyril et je l'ai jamais contacté, mais évidemment, il est pas ingénieur. Alors bon, sinon ce serait avec plaisir qu'il serait le bienvenu dans l'émission. C'est Je marrant parce que pourtant dans le monde des entreprises ou des startups, on voit beaucoup ces communications croisées entre 2 marques qui vont, Bah oui. promouvoir ensemble leurs produits et cetera. Je connais pas assez le milieu de la création de contenu pour me rendre compte si la concurrence est aussi rude parce que on peut écouter plusieurs, podcasteurs ou mais ouais, j'entends aussi ce souhait de plus de solidarité et d'entraide. Bon, enfin, en tout cas, Cyril, si tu nous écoutes, c'est que tu veux venir participer, on fera un hors-série avec plaisir, et puis, j'avais fait un épisode avec, Le Réveilleur, par exemple, hein, dans la première saison, donc si ça vous chante d'aller le réécouter, allez-y. Merci beaucoup Simon, c'est ta minute promo, donc tu as le 30 secondes pour parler de ce que tu veux, faire ton auto-promo, c'est libre à toi. Bah, merci, pour l'invitation à ce podcast. Pour l'autopromo, je vous invite à venir suivre, ce que fait Ilia, nos actualités pour savoir comment se développe cette douche cyclique. Ilia, ça s'écrit I-L-Y-A comme, il y a un monde nouveau à bâtir, il y a plein de jeux de mots à faire. On est présent sur quasiment tous les réseaux sociaux et vous pouvez aussi nous trouver sur notre site internet ilia-du-6 tech.fr. Impeccable. En ce qui me concerne, je voudrais dédier cet épisode à Jérôme Maurice, mon colocataire de l'INSA. Il se reconnaîtra. On a failli inviter la douche cyclique à notre époque, mais on s'était arrêté à un dessin sur une feuille de papier avant de partir faire autre chose. Mais je te dédie cet épisode, Jérôme, si tu m'écoutes, et il y a intérêt. Voilà, c'est pour toi. Merci Simon, je te souhaite bonne continuation. On se tient au courant. Et puis, si tu as besoin de bêta-testeurs, tu sais où me trouver. Et je dis aux invités, et je dis aux auditeurs à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission. Newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.